Bonjour à tous, bienvenue dans cette session sur les applications émergentes. Donc on va voir cet après-midi des papiers sur des applications complètement originales. Donc j'espère que vous allez pouvoir apprécier. Donc on va commencer par l'exposé de Esso Rada Biesa sur la prédiction des niveaux de risque pollinique à partir de données historiques multisources. Voilà. Je ne sais pas si il est là. Allumé. Que j'éteins. Ah, j'en garde un. Alors, bonjour à tous et merci d'être présents. Du coup, moi, je suis Essereda Bleza et je suis étudiant, je suis doctorant en thèse CIFRE chez l'IFIA, donc une start-up qui travaille sur la prévention des risques polliniques, en collaboration avec IRMA, un laboratoire de l'Université de Bretagne Sud, et IRISA plutôt, et IRMA de l'Université de Rennes 1. Donc, du coup, je vais vous présenter les travaux en fait, sur la prédiction des niveaux de risque polliniques à partir des données historiques. Donc, du coup, je ne sais pas dans la salle s'il y a peut-être des gens qui sont allergiques. Donc, pas du tout. Et il y en a qui sont souvent allergiques mais qui ne savent pas, ou qui sont allergiques, qui savent mais ils n'ont pas de solution. Donc, là, mes travaux, ça va apporter un début de solution par rapport à leurs problèmes. Donc, le contenu, c'est classique. Donc, une petite introduction où on va poser le contexte. Après, les objectifs du travail. Et puis, je vais vous expliquer les données que j'ai utilisées, les méthodes utilisées aussi, et je vais présenter les résultats. Et surtout, après, la conclusion et les perspectives pour la suite. Alors, il y a une petite coquille, mais c'est... Voilà. Le contexte, c'est qu'aujourd'hui, il manque d'informations. Il manque d'informations polliniques pertinentes, géolocalisées pour les allergiques. Et aussi, les données, enfin, les informations ne sont pas dans les délais. Donc, ça crée quoi? Ça crée que ça engendre, ça devient un problème de santé publique majeur. Et parce qu'il y a une explosion en fait, d'allergiques dans le monde et en France. Donc en 1970, on était à 7% de la population qui était allergique. En 2020, on est à 25% et c'est estimé qu'en 2050, ce sera 50% de la population. Donc ça devient vraiment problématique. Et donc tout ça, ça fait que ça représente des coûts importants. Donc 7 millions d'arrêts de jours d'arrêt de travail quand même. Et on estime 1 000 euros de coûts par personne dans l'Union européenne. Donc ça représente 16 milliards d'euros pour la France et 122 milliards à l'échelle de l'Union européenne. Donc ça fait que aujourd'hui, il y a un vrai besoin en fait, pour trouver des solutions aux allergiques. Donc ce besoin, c'est que il faut des informations en temps réel ou des informations prévisionnelles. Il faut des informations géolocalisées parce que voilà, en fonction de la localité, on n'a pas toujours les mêmes espèces. Et aussi des informations sur la typologie des pollens qui existent dans l'air. Donc ça permettra aussi à chacun, parce que les allergiques ne sont pas allergiques au même taxon. Donc ça dépend du type d'allergie de chaque personne. Et donc l'intérêt dans tout ça, c'est que les personnes qui vont avoir accès à ces informations, ça les permettra d'adopter de bons comportements donc, et d'anticiper aussi les traitements. Donc il y a déjà des solutions qui peuvent exister. Donc sur la colonne de gauche, vous pouvez voir
En fait, c'est des capteurs qui sont déployés. Voilà, il y a peut-être une 70 sur le territoire français. Et donc, c'est des processus qui sont utilisés par des analyses au microscope avec une intervention des procédés manuels et des relevés hebdomadaires. Donc, ça ne répond pas vraiment aux réels besoins. Et à côté, il y a des solutions qui sont automatisées, mais ça a un coût très, très élevé pour pouvoir faire des installations. Donc, c'est des capteurs qui coûtent des centaines de milliers d'euros. Donc, ce n'est pas possible de faire un réseau de capteurs. Et donc, tout ça, ça fait que on n'a pas un réseau dense. Et puis, il y a un décalage important dans l'information qui est délivrée. Donc, l'objectif principal, je le disais tantôt, c'est de prédire en fait, le niveau de risque de présence de pollen 3 jours à l'avance à partir des données météorologiques. Donc, de façon spécifique, on va prédire 4 niveaux de risque. Et les travaux ont concerné plus d'une vingtaine de pollens, mais dans la présentation, je ne vais présenter que 3. Et aussi, l'objectif aussi, c'est d'avoir des modèles en fait, qui sont capables d'être généralisés de façon spatiale, parce qu'on ne pourra pas de toute façon installer les capteurs un peu partout. Donc, il faut avoir des modèles qui puissent être capables de faire des prédictions, même à des endroits où on n'a pas de capteurs. Donc, les données utilisées, donc, il y a 2 catégories. Donc, il y a l'historique des données polliniques, donc, qui sont de 2000 à 2017. Et on a travaillé sur au moins 21 espèces, comme je le disais. Mais dans les données polliniques qu'on a eues, il y en a plus que 21 espèces, mais on s'est focalisé en fait sur les plus allergisantes. Et donc, on a travaillé sur 68 sites en France. Donc, sur le graphe de gauche, donc vous allez voir la série temporelle d'une espèce. Donc, on se rend compte que en fait, pour les 21 espèces, les séries ne sont pas les mêmes. Donc, typiquement ici, on voit qu'il y a beaucoup de variabilité interannuelle. Et puis, il y a aussi, c'est caractérisé en fait par une forte présence de zéro, parce qu'on n'a pas les émissions tous les jours. Et puis, il y a des jours où il y a des fortes émissions, donc ça fait que la série a des queues très, très lourdes. Donc, on fait face à des problèmes de données à inflation de zéro avec des queues lourdes. Donc, on peut voir aussi l'histogramme qui répertorie ça. Donc, on voit que la majorité de la population se trouve entre 0 et 20 grains par jour. Et on peut aussi constater qu'il y a certains jours, on peut aller jusqu'à 500. Donc, l'autre type de données, sont les données météo. Donc, c'est des données issues du projet européen en fait, qui travaille sur le climat. Donc, c'est des données publiques et gratuites. Enfin, c'est du open data. Donc, les méthodes utilisées, donc, je ne vais pas rentrer dans les détails enfin, je ne vais pas faire un cours des méthodes qu'on utilise, mais je vais juste expliquer vraiment comment on a construit en fait, les données, les variables d'entrée. Donc, c'est essentiellement de la température, de l'humidité et des précipitations. Donc, ce qu'il faut vraiment retenir, on s'est basé aussi sur l'état de l'arbre. Donc, il y a déjà des études qui ont prouvé qu'en fait, ces informations météorologiques permettaient d'expliquer à peu près l'évolution ou l'émission des pollens. Donc, ce qu'il faut retenir, on utilise les températures du jour, de l'avant-jour et de l'avant-avant-jour. Et après, on a calculé un peu des écarts entre le maximum et le minimum. On a aussi utilisé le degré jour. Donc, vous avez la formule ici. Et après, pour prendre en compte aussi un peu la saisonnalité, donc on a intégré les numéros de semaine. Donc, on a discrétisé en 0,1. Et puis, les numéros de jour qu'on a transformé en une fonction cosinus pour garder un peu le cycle. Donc, comme je vous disais, que le but, c'est d'avoir des modèles qui sont capables d'être généralisés de façon spatiale. Donc, on a intégré la latitude et longitude des capteurs. Donc, sur les algorithmes entraînés, donc, il y a eu plusieurs algorithmes qu'on a entraînés. Donc, on va voir les résultats tout de suite. Mais
il y a quand même quelque chose que nous, on essaie de faire de façon spécifique, c'est que en premier lieu, donc on a fait des entraînements des régressions logistiques par rapport à chaque niveau de risque. Donc on a 3 seuils. Donc pour chaque seuil, on fait des régressions binaires. Donc à partir de ces régressions binaires, on récupère en fait les probabilités de chaque régression et on redéfinit maintenant la classe, la variable cible avec les 4 niveaux de risque. Et donc les probabilités qu'on a récupérées sur les régressions binaires deviennent des données entrées pour les modèles d'arbres de décision. Donc on a fait le travail en 2 étapes. Donc les résultats, donc, je vous disais qu'on avait entraîné d'autres modèles. Donc il y avait les arbres de décision, il y avait les random forest, et le modèle multinomial et le modèle ordinal. Donc ça, ces 4 modèles, on les entraînait directement sur les 4 niveaux de risque et comparé avec maintenant le modèle que j'ai nommé MM, qui est propre à ce que nous on a fait en passant par la régression et les arbres de décision. Donc on voit que dans tous les cas, pour les trois espèces, donc on est plutôt meilleur que le reste. Donc là, je vous présente en fait les AUC en fait. Donc on voit à l'échelle géographique, donc on voit que typiquement sur toute la France, donc ce qu'on a fait, les points qui sont violets petits, c'est le positionnement des capteurs météo. Et donc ce qui est un peu gros et coloré, ce sont les capteurs qui ont fourni les données poléniques. Et donc ce qui est un peu plus gros, c'est des sites qu'on avait mis à l'écart, donc c'est 6 sites au total, qu'on a vraiment exclus de l'échantillon d'entraînement, afin de pouvoir tester en fait la capacité du modèle à faire l'extrapolation en fait spatiale. Donc on voit qu'en fait, malgré que ces sites n'ont jamais été utilisés pour faire l'entraînement, on arrive quand même à avoir des prédictions acceptables. Et après, on peut remarquer aussi que quand on a le capteur qui est plus proche, le capteur météo et le capteur polénique sont proches, donc les modèles sont plutôt bons. Donc on peut voir aussi, par exemple, au niveau de la Corse, que les données, les modèles sont pas meilleurs. Donc ça, on voit par la suite qu'on a peut-être souvent besoin de faire juste un modèle de façon locale spécifique au site pour pouvoir améliorer les prédictions. Donc ici, je présente en fait les valeurs, l'AUC, les précisions et les rappels. Donc je mets juste les valeurs minimales. Donc ça donne une idée de ce qu'on peut avoir. Donc au minimum en fait pour l'ambroisie, donc on est à 85%. Et pour les autres, c'est un peu moins bien. Donc, en fait, les modèles se comportent, ça dépend de l'espèce, en fait, et de la série temporelle utilisée. Donc là, j'ai fait une présentation rapide, en fait, des prévisions. Donc, ce qui est en bleu, ça, c'est la courbe réelle des concentrations. Donc, ça fait 4 saisons, c'est sur 4 années. Et déjà, ce qui est en point rouge, ce sont les niveaux que nous, on a prédits. Donc, on les superpose. Donc, le premier niveau, c'est qu'il n'y a pas du tout de risque. Ce qui est en vert, c'est que le risque il est faible. En jaune, c'est que le risque il est moyen. Et en rouge, le risque il est fort. Donc, on voit bien qu'en fait, à chaque fois que la concentration elle grimpe, les prédictions aussi suivent de façon acceptable les niveaux de concentration. Donc, comme je disais, je vous ai montré le cas de la Corse. On avait des difficultés à avoir des bonnes prédictions avec le modèle spatial. Donc, on a testé aussi des modèles locaux, c'est-à-dire que des modèles qui se concentrent uniquement sur les données du site en question. Donc, on voit qu'à Ajaccio, par exemple, on a entraîné 8 modèles. Donc, 7 fois sur 8, le modèle local il était meilleur que le modèle global. Donc, ce qui fait que on envisage par la suite de faire des modèles hybrides pour certains sites. Dans les conclusions, donc on a vu l'originalité du travail, c'est que on utilise des données spatiales, temporelles, donc pour faire des prédictions sur des niveaux de risque à 3 jours à l'avance. Et on a vu aussi qu'on a des performances de façon globale sur les 21 espèces.
Donc, on a des AUC qui sont situés entre 75 et 90%. Et puis, généralement, la précision, les rappels, il est autour de 70%. Donc, on avait vu qu'il y a nécessité de construire des modèles hybrides en fait, pour performer mieux sur certains sites. Donc, la suite, les perspectives. Donc, c'est vrai que on pouvait utiliser des modèles autorégressifs. Après, le problème, c'est qu'on n'a pas forcément les concentrations de la veille pour pouvoir l'intégrer. Donc, on va utiliser les prédictions de la veille, de l'avant-veille, et pour pouvoir améliorer le modèle. Donc, on ne l'a pas encore testé, mais on sait que, moi, je pense que ça peut améliorer parce qu'on a déjà testé en fait les prédictions sur J+1 et J+2. Les performances étaient bonnes, donc ça veut dire que les prédictions ne sont pas trop dégueulasses. Donc en réinjectant, on ne risque pas trop de faire propager l'erreur, mais ça c'est à tester et donc c'est dans les perspectives. Donc après, voilà, c'est de développer en fait les modèles hybrides pour certains sites. Et surtout, voilà, il y a d'autres méthodes qu'on peut utiliser comme des réseaux de neurones. Après, on se focalisait directement sur ces modèles de régression parce qu'on avait aussi ce besoin d'avoir l'explicabilité de modèles. Donc c'est pour ça qu'on a fait ce choix, mais après, on peut tester d'autres trucs plus sophistiqués. Donc surtout, le gros point des perspectives, c'est qu'actuellement, il y a déjà un capteur dédié à la détection des pollens, donc qui fournit des données. Donc on va faire un couplage avec les données météo et ça va forcément améliorer en fait le modèle. Donc il y en a déjà peut-être une quinzaine sur la ville de Blois qu'on a déjà installé pour faire de l'expérimentation. Voilà pour moi. Merci pour votre attention. Et si vous avez des questions. Merci beaucoup. Allez, une première question. Merci pour la présentation. Je me demandais comment les features météorologiques avaient été choisis. Et notamment, est-ce que les vents, l'ensoleillement, ça a été considéré, c'était moins corrélé? Voilà. Ok, et ça c'est une très bonne question. On avait remarqué qu'en fait, déjà l'ensoleillement, c'est un très très bon indicateur en fait. Ça améliore beaucoup le modèle. Mais le problème, c'est qu'on avait l'information par rapport à ça que pour à peine 10% en fait, de l'ensemble des sites. Donc, c'était compliqué de faire usage à ces données. Et le deuxième point bloquant, c'est que par la suite, en fait, la plupart des données liées à l'ensoleillement ou la radiation solaire, ce pas des données qui sont libres d'accès, c'est payant et ça va tout de suite dans les dizaines de milliers d'euros. Donc, quand on fait pour pouvoir trouver voilà, le consensus, donc on a essayé vraiment de laisser ça pour voir si on peut performer les modèles sans faire. Mais ça, c'est certain que si on rajoute, on va améliorer aussi le modèle. Je vous en prie. D'autres questions? Je me suis demandé s'il y avait des compétiteurs et par rapport à votre approche, savoir si 70% c'était quelque chose de très bien par rapport à la difficulté de la tâche. Après, 70%, voilà. Après, ça dépend en fait. Ça dépend de où est-ce qu'on met le curseur. 70%, ça peut être intéressant, ça peut ne pas être intéressant en fonction de ce qu'on veut. Maintenant, on sait que le modèle, pour l'instant, c'est ce qu'on a pu faire, mais comme j'ai démontré dans les perspectives, et si on arrive voilà, à coupler les données avec les données capteurs, on va forcément améliorer. C'est vrai qu'en excluant, par exemple, les données sur les radiations ou l'ensoleillement, on savait tout de suite qu'on va dégrader notre modèle, mais on ne pouvait pas faire autrement. Merci. En fait, ma question, c'est, je crois que dans ta présentation, tu as mentionné qu'il y a des études qui ont montré que l'utilisation des données météo, par exemple, permettait de prédire ou d'expliquer la dynamique de l'évolution du pollen. Et par contre, dans ton travail, tu n'as pas fait de comparaison
peut-être j'ai pas bien écouté, de comparaison de ton approche avec ces études-là. Est-ce que c'est peut-être parce que les méthodes ne sont pas compatibles? Est-ce que c'est des données? Est-ce que les approches de ces études-là pouvaient s'appliquer sur tes données et donner des résultats peut-être différents? Après, je ne l'ai pas montré dans la présentation, mais dans l'état de l'art, les gens utilisent quasiment les mêmes informations et même parfois plus de données que nous, ce qu'on a fait. Et les résultats, ça se tourne autour de 75% comme nous. Et c'est des approches un peu plus sophistiquées, comme les réseaux de neurones. Et comme je l'ai expliqué tantôt, en fait, nous, l'objectif, c'est de vraiment avoir ce côté explicatif. On veut voir l'importance des variables, parce que en fait, les particules polyniques, c'est un domaine de la physique. Et donc, si je me pointe devant les physiciens, j'ai dit, j'ai un modèle qui fait 90% et je ne vais pas les expliquer pourquoi. Je ne pense pas que je vais pouvoir avancer dans ma thèse. Donc, on a vraiment commencé par cette approche un peu basique. Après, on va monter un peu de niveau en fait, pour aller sur des modèles plus sophistiqués pour améliorer tout ça. Très bien, merci beaucoup. Je vous en prie, merci. Donc maintenant, nous allons écouter Thomas Guyet qui va nous présenter son travail sur la désagrégation temporelle du cumul annuel de croissance de l'herbe. Ah, c'est... Vous nous entendez à distance? Et tu es sûr qu'à distance, là, ils nous entendent? C'est bon? Eh bien, donc je vais vous présenter donc ce travail effectivement qui est classé en émergent, mais on va dire que c'est principalement la partie originale qui fait qu'elle est là. Sur la problématique, et puis après ça, sur la manière de l'aborder, ça va être très classique. Alors la problématique, elle est assez originale. Le contexte, c'est en fait des collègues qui travaillent sur des simulateurs d'élevage laitier. Donc ils veulent, eux, comprendre le fonctionnement des élevages laitiers, comment est-ce que les agriculteurs utilisent leurs terres, utilisent notamment leur pâturage. Donc la gestion des prairies fait partie des choses qui sont importantes. Et dans leur simulateur, ils avaient besoin, quelque part, d'avoir des informations réalistes sur l'évolution au cours du temps de la croissance de l'herbe. Donc le problème, c'est que cette information-là, on la trouve nulle part. Donc ce n'est pas des informations qui sont facilement disponibles. Ce qui est simplement facilement disponible, c'est une information du cumul annuel. Donc ça, ce sont des choses qui sont publiées par les agriculteurs, mais pas le détail au fur et à mesure de l'évolution de l'année. Donc le but du jeu, c'était au départ de se dire on va faire une espèce de tâche qu'on appelle de désagrégation. Donc ce qu'on connaît, c'est le cumul annuel de la croissance de l'herbe. Et ce qui va nous intéresser, ça va être d'essayer de reconstruire cette série temporelle dont le cumul, c'est-à-dire l'intégrale, va correspondre aux chiffres qu'on a là. Donc ça, c'était un petit peu l'objectif. Bon, on ne va pas le faire, il y a plein de solutions possibles, on imagine, mais pour ça, on a quand même des variables qui vont guider cette croissance de l'herbe, c'est les conditions climatiques, donc la pluie, le rayonnement, qui ont beaucoup d'impact sur cette valeur-là. Donc on va également utiliser ces informations pour pouvoir reconstruire notre série temporelle. Donc ça, c'est notre problématique. Donc ce qu'on va faire, la première proposition, c'est de se dire, on va faire un modèle simple, on va faire un modèle autorégressif, où on va essayer de prédire la valeur au temps t de ma série, à partir des valeurs précédentes, et puis des informations du climat, donc ce que j'appelle des données exogènes.
Donc on a besoin pour ça de construire une fonction f qui va permettre de faire cette prédiction. Donc là, après ça, on va transformer ça en un problème d'apprentissage. Donc maintenant, on a été chercher un deuxième simulateur. Donc c'est un simulateur, lui, de croissance de l'herbe, qui est basé sur des modèles mécanistes, qui sont capables, donc qui sont en fait des simulateurs validés par les agronomes et qui font un petit peu office de modèle. Et l'idée, c'était d'utiliser ce simulateur pour générer des données, de sorte à, après ça, apprendre ces fonctions de désagrégation de ma série temporelle. Donc, on a un problème d'apprentissage, on a plein de données issues de ce modèle STIX. On a ça à l'échelle de la France, sur des unités pédoclimatiques, je vais passer les détails. Nous, on a utilisé que la partie bretonne, sur des données journalières qu'on a agrégées sur 10 jours, et on a pris simplement 5 années de simulation. Bon, ça fait quand même à peu près 477 000 séries annuelles, donc vraiment beaucoup de données. Voilà la tête à peu près des séries qu'on a. Donc là-dessus, on a commencé à générer quelques variables qui nous semblaient intéressantes. Donc qu'est-ce qu'on a utilisé comme variables? Donc on a pris des variables de température. Pareil, on les a par 10 jours. Donc on a le min, le max, la moyenne sur les 10 jours. On a les données de pluie, on a le rayonnement global. On a également des indices qui sont calculés. Et puis la valeur de croissance. Donc ça constitue notre jeu de données. Et une série annuelle, comme on la regroupe sur 10 jours, à 37 valeurs. Une fois qu'on a ça, comment est-ce qu'on va s'y prendre là, en termes de méthodologie pour faire notre apprentissage? Donc la première idée qu'on a eue, c'est de se dire, on va faire la prédiction de notre série temporelle de manière très classique, mon f, et puis comme j'ai cette contrainte de cumul que je cherche à avoir, je vais faire ce qu'on appelle un post-traitement, ce qu'on a appelé un post-traitement, où j'ai deux manières de le faire. Soit je fais un changement d'échelle, c'est-à-dire je vais grossir ou rapetisser ma série pour qu'elle corresponde exactement à mon intégrale. Soit je peux la shifter, donc la déplacer, de sorte pareil à avoir ma somme qui va correspondre exactement à C. Donc ça, c'est une première idée. La deuxième idée, qui en fait, dans l'ordre était la première, c'est de se dire, plutôt que de travailler en fait sur la série, on peut travailler sur la série différenciée. Donc on travaille sur la dérivée. L'intérêt de travailler sur la dérivée, c'est que, en fait, si on est capable de bien prédire la dérivée, quand on va reconstruire de la dérivée la série qui nous intéresse, on fait une intégration et on ramène un paramètre libre. Ce paramètre libre correspondant exactement à mon cumul. Donc là, finalement, du point de vue de la méthodo, c'était quelque chose qui avait du sens. Je laisse Cyril. Non, je t'en prie. Donc ça, on est parti avec ces deux idées-là. Et puis, après ça, on a expérimenté pour pouvoir comparer les différentes approches. Alors, qu'est-ce qu'on a fait comme expérimentation? On a comparé. Donc, on a comparé différents pré-traitements. Donc ça, on a après ça dit, OK, je peux partir avec prédire ma série. Je peux donc utiliser ma série différenciée. Donc, du coup, on s'est dit, on va faire l'inverse. On va essayer de prédire la série cumulée. L'intérêt de la série cumulée, c'est qu'on va savoir que c'est une série qui est toujours croissante. Donc, c'est beaucoup plus facile à prédire. Bon, on va introduire de l'erreur si on fait la dérivée ensuite. Et puis, on teste différents post-traitements. Donc, pour le type de fonction f, on a testé différentes formes. Et il nous restait un choix, qui était le choix de l'ordre P. Là. Donc l'ordre P, c'est celui qu'on voit ici, c'est combien de valeurs je vais prendre dans le passé pour prédire la suivante. Donc ça a été l'objet d'un choix, puisqu'on est obligé de faire un compromis. Plus on va prendre d'historique, plus on va avoir quelque chose qu'on pense être précis. Par contre, pour prédire les premières valeurs, on va être obligé de donner, de manière un peu a priori, les premières valeurs. Donc on ne voulait pas avoir un P qui soit trop élevé. Donc sur 37 valeurs,
on va prendre un P égale 3, c'est-à-dire que pour le bootstrap de la reconstruction, on va donner les 3 premières valeurs, et puis après ça, on va laisser la suite se générer toute seule. Donc, les 3 premières valeurs, comment est-ce qu'on les a définies? Quand on voulait les définir a priori, là, de nouveau, on a comparé des approches. Donc, on a 2 approches. Soit on utilise donc les valeurs qui sont connues, donc les valeurs qu'on a récupérées directement des données. Alors, en fonction de l'approche, ça peut être les valeurs x1, x2, x3. Si on travaillait sur la série différenciée, ben on les précalculait, et sur le cumul, on les précalculait aussi. Et sinon, en fait, on travaillait sur les valeurs moyennes. Donc ça, on avait calculé en fait les valeurs moyennes sur toutes les données. Et l'avantage, c'est que comme on commençait à générer en janvier, donc une période hivernale, la croissance est à peu près stable, assez faible. Donc dans ce cas-là, bah, ça permet en fait d'avoir des valeurs qui sont ici constantes, 999. Donc là, plein d'approches à tester. Donc on a fait une petite implémentation pour pouvoir comparer ces différentes approches. Comment est-ce qu'on compare? On utilise une RMSE pour comparer les 2 séries. Et on compare donc les RMSE moyennes. Et voilà. Donc le premier modèle qu'on a testé aussi, bah, c'est le modèle naïf, c'est-à-dire qu'on a pris la moyenne de toutes les séries et on s'en est servi comme modèle naïf, comme référence. Et avec ce modèle naïf, l'erreur moyenne qu'on fait, pour vous donner un ordre d'idée pour pouvoir comparer ensuite, c'est 20,6 kg. Donc c'est des kilos de matière sèche par hectare par jour. Donc on va essayer de faire mieux que cette valeur, c'est notre but. Donc la première comparaison qu'on a ici, c'est sur la gauche. Ça, c'est les séries brutes. Là, on a les séries qui sont cumulées. Et là, on a les séries qui sont différenciées, sur lesquelles on va faire la prédiction. En rouge, c'est un modèle linéaire. En vert, c'est un modèle avec des random forests pour faire de la régression. Et le SVR en bleu. Donc ça permet de comparer ces 9 modèles. Et on en a déduit que ce qui marchait le mieux, c'était celui-ci. C'est le fait que les SVR avec les modèles, avec les données non brutes, étaient le plus performants. Et on voit que les performances sont meilleures que le modèle moyen, le modèle naïf. Donc on est content, on n'a pas travaillé pour rien. Ce qu'on a constaté, c'est que le random forest était vraiment moins performant. Et ça a été quelque chose de systématique qu'on n'a pas expliqué. Ça fonctionnait très très mal sur notre problème. Donc la deuxième chose qui était importante, c'était de savoir si, quand on utilisait les données approximées pour le début, ça avait de l'importance ou pas. Donc là, ce qu'on a, c'est un graphique qui va donner le ratio entre les mêmes settings, soit avec, soit sans valeur approximée. Donc quand c'est à 1, ça veut dire que c'est pareil. Et si c'est au-dessus, je ne sais plus je sais plus dans quel sens est le ratio. En tout cas, ce qu'on voit, c'est que globalement, ça n'a pas beaucoup d'impact. On voit qu'utiliser les valeurs approximées, finalement, ça ne change pas énormément de choses en moyenne. Donc, on peut l'utiliser avec pas mal de confiance. Et puis après ça, on a regardé les effets du post-traitement. Donc les deux expérimentations avant, c'était sans post-traitement. Donc voir si le cumul servait effectivement à quelque chose. Et là, ce qu'on a constaté, c'est qu'effectivement, utiliser l'information de cumul améliorait les performances, parfois relativement pas mal. On arrive quand même à des RMSE qui sont significativement meilleurs que le naïf, dans tous les cas. Mais après ça, on a constaté qu'il y avait des petits défauts. Donc par exemple, le shift avait comme conséquence de descendre certaines valeurs en dessous de 0, ce qui, pour une croissance, n'a pas de sens biologique. Donc là, c'était un petit truc auquel on n'avait pas... Enfin, moi, personnellement, je n'avais pas anticipé. Donc, quelques exemples de résultats. Donc là, on voit que ça marche vraiment très très bien. Donc en pointillé, vous avez le réel. Donc là, en haut, ce sont les modèles linéaires. En bas, c'est le modèle avec SVR.
En bleu, c'est sans remise à l'échelle, et en pointillé, c'est avec remise en échelle. Donc on voit que ce qui marche le mieux, c'est vraiment le SVR. Le SVR, quand il y a des gros changements, il est capable de les capter. Et donc, ça fait vraiment des reconstructions qui fonctionnent bien. Donc on était assez content de ça. Donc en conclusion, ce qu'on a proposé là, c'était une tâche qui était un petit peu originale, initialement, qui était de faire de la désagrégation d'une valeur sous la forme d'une série temporelle. Et puis, on a fait quand même pas mal d'expérimentations pour arriver à trouver un modèle qui répond aux besoins. Donc aujourd'hui, en fait, ce qu'on a fait satisfait les utilisateurs. Donc, les résultats pourront être utilisés dans le nouveau simulateur. Et puis, nous, de notre point de vue, en fait, on est revenu un petit peu en arrière en se demandant est-ce que finalement on avait un problème de désagrégation, parce que ce qui se passe, c'est que l'information de cumul sert relativement peu. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que cette information de cumul, on n'a pas vraiment l'information de cumul totalement, directement disponible. Ce qu'on a, c'est plus une production annuelle, donc c'est une valeur approximée du cumul. Et donc finalement, la crainte, c'est que l'erreur qu'il peut y avoir dans cette mesure ne compense pas l'intérêt de l'utiliser par rapport à l'amélioration qu'on observe dans les modèles. Donc est-ce que c'est vraiment intéressant d'utiliser le cumul ? On pense que non. Mais en fait, ce n'est pas si important que ça. Ce qui fait vraiment marcher le modèle, c'est l'utilisation des données exogènes. Si on arrive à aussi bien reconstituer le modèle, c'est bien parce qu'on a les données climatiques. Donc la perspective, en fait, la perspective, c'est de se débarrasser de cette information de cumul. Et maintenant, on s'intéresse en fait à une tâche qui s'appelle de la régression de séries temporelles. Ce qu'on a, c'est en entrée un ensemble de séries temporelles, donc les séries climatiques. Et ce qu'on veut en sortie, c'est une nouvelle série temporelle. Et ça, on peut faire ça avec... il y a des approches par réseau de neurones là, qu'on a testées, avec des convolutions exactement comme vous les connaissez sur des images. On peut le faire avec des convolutions en 1D, et ça marche très très bien. Donc on a déjà testé de manière un peu naïve ce genre d'architecture, et on obtient déjà des résultats très similaires. Et je vais m'arrêter là, merci. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions ? Bon, peut-être pour lancer les questions. Du coup, si j'ai bien compris, tu utilises des données issues d'un simulateur. Et du coup, tu réapprends pas un peu les paramètres du simulateur ou comment ça se passe Alors, moi, je connais pas le simulateur. C'est un simulateur mécanisme, mais qui, a priori, est très complexe. Et alors, c'est clair qu'il y a des liens entre la météo, les variables qu'on utilise, et puis, elles sont connues parce qu'elles sont utilisées dans le modèle. Voilà, c'est ça. Mais ce modèle-là, en fait, c'est des choses qui sont assez complexes, en fait. Mais par contre, oui, c'est pas aussi bien que d'utiliser des vraies données. On aimerait l'essayer sur des vraies données. Pour le moment, on n'en a pas sous la main. Ouais, ou trouver un autre cas d'application pour voir dans un autre contexte. Ouais. Voilà, donc ça, là, pour la perspective, on va essayer de trouver effectivement d'autres cas d'application, et ça existe. Ok, bon, super. Merci pour ta présentation. Sur des questions comme ça, est-ce que vous avez pensé ou essayé d'utiliser des modèles type auto-encodeur ou auto-encodeur variationnel ? C'est une idée qui me viendrait en tête assez vite en fait quand je vois ce genre de questions. Tu veux dire de la génération de... Ouais. En fait, une fois qu'on se dit effectivement qu'on a en entrée un ensemble de séries et qu'on veut refaire des séries, oui, on a envie de faire ce genre de choses. Mais ça nous a pris un peu de temps avant de nous en rendre compte. D'accord. Mais du coup, en fait, maintenant, ça paraît évident quand je l'explique, parce que effectivement, comme c'est ma vision maintenant du problème, c'est un peu ça que, à mon avis, qui transparaît dans ma présentation. Au début, je voyais vraiment ça comme une tâche de désagrégation.
qui sont aussi des problèmes que je trouve assez rigolos, hein, qui existent dans d'autres circonstances. Dans le papier, il y a un état de l'art sur différentes approches de faire exactement le même genre de tâches, donc qui existent en économétrie par exemple. Ils ont beaucoup de problèmes comme ça, où finalement ils ont des informations agrégées au fur et à mesure de l'année, et ils cherchent à reconstruire toute la série. Je ne sais pas pourquoi ça résonne. Donc il y a plein de petites approches rigolotes. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci beaucoup Thomas. Merci à vous. Et maintenant on va écouter Raphaël qui va nous parler de Bitcoin vers une meilleure identification d'utilisateurs de Bitcoin par apprentissage automatique. Allô? Bonjour à tous. Donc, moi, c'est Raphaël Ramos-Subino. Et moi, je vais vous présenter donc, un travail fait avec Rémi Casabet et Céline Robardet sur l'identification d'acteurs Bitcoin. Pour parler de ça, il faut que je parle un peu du réseau Bitcoin pour qu'on soit sûr que tout le monde peut suivre. En fait, normalement, dans le réseau Bitcoin, on va avoir les comptes, on va les appeler adresses. Donc, on va avoir des adresses Bitcoin qui ne seront pas liées de façon explicite, ne sont pas directement liées à une personne ou à une entreprise, donc on ne connaît pas les propriétaires de cette adresse. Par contre, on a accès à toutes les données des soldes ou des transactions entre ces adresses. En fait. Donc on peut tout savoir, en fait, on peut voir tous les montants, mais on ne sait pas à qui ça appartient. Il faut dire que ces adresses, on peut les avoir en fait, autant qu'adresses qu'on veut. On peut les créer autant qu'on veut. Donc il est très commun qu'une personne ait énormément, un nombre plus ou moins grand d'adresses. L'une des choses les plus importantes, le premier pas pour pas mal d'études sur le flux de Bitcoin, en fait, c'est vraiment de créer des agrégats d'adresses appartenant à un même acteur. On va appeler acteur soit une personne, soit une entreprise qui possède des adresses Bitcoin. Donc, du coup, on va essayer de proposer une manière de créer ces agrégats, d'améliorer la création de ces agrégats d'adresses. Bon, une transaction de Bitcoin, normalement, elle va avoir un nombre quelconque d'entrées. On va avoir un nombre quelconque de sorties. Voilà. Et donc, chaque entrée et chaque sortie est liée à une adresse et à un montant. Les travaux précédents, normalement, sont basés sur des heuristiques, plutôt. Donc, on n'a pas vraiment beaucoup de travaux précédents qui ont utilisé une approche avec un apprentissage supervisé. Donc, il y a énormément de travaux sur des heuristiques. Et l'heuristique la plus acceptée, en fait, la plus utilisée, c'est l'heuristique des entrées communes. C'est-à-dire, à cause du fonctionnement des bitcoins, en fait, on va dire que toutes les entrées qui sont communes d'une même transaction appartiennent à un même acteur. Donc, dans cet exemple, par exemple, on va avoir une transaction où on va avoir l'adresse A et B en entrée, une deuxième transaction, on va avoir l'adresse A et C, donc du coup, on conclut que A, B et C appartiennent à un même acteur. OK. Bon, une autre chose caractéristique de la transaction de Bitcoin, c'est que, bon, à l'exclusion des transactions de minage, qu'on ne va pas parler aujourd'hui, normalement, toute entrée doit être la sortie d'une transaction précédente. Et on est incapable de changer les montants entre les transactions. En fait, on doit utiliser une transaction pour changer ces montants. Ça veut dire que si jamais j'ai reçu 10 bitcoins à quelqu'un et je veux payer 2 bitcoins à quelqu'un d'autre, je dois, dans une transaction, payer 2 bitcoins à quelqu'un, et ces 8 bitcoins excédents, en fait, je dois renvoyer à moi-même dans une adresse quelconque. Donc, du coup, c'est pour ça qu'on va avoir ce qu'on appelle l'adresse d'échange, la sortie d'échange, en fait. Il y a l'une des sorties qui va renvoyer à l'émetteur, en fait, l'excédent, en fait. Cette sortie d'échange, elle n'est pas vraiment explicite dans le réseau Bitcoin. Et c'est pour ça, en fait, donc notre travail, surtout, c'est de reconnaître, de trouver quelle est la sortie d'échange. Et pourquoi ça? Parce qu'en fait, normalement, si on peut... pour créer les agrégats, la façon la plus simple, c'est quoi? C'est voir, pour trouver la sortie d'échange, c'est voir si l'adresse, l'une des adresses de sortie, elle est aussi une adresse d'entrée.
Si c'est le cas, bien sûr que c'est l'adresse d'échange. Une fois qu'on a créé les agrégats, on voit si l'une des adresses de sortie appartient à un même agrégat de l'agrégat d'entrée, elle est aussi de la sortie d'échange. Mais on va donc essayer de trouver d'autres adresses qui n'entrent pas dans ces cas-là. Donc, notre méthode, voilà la vue d'ensemble de notre méthode. En fait, on va faire quoi? Donc, on va faire la blockchain. On va récupérer les données jusqu'à 2017 pour nos données d'études, en fait. Et on va faire une validation a posteriori avec des données jusqu'à 2021. Voilà. Donc, nos données d'études, on va appliquer l'heuristique 1. On va créer ces agrégats, ces clusters. Et après, on va, de ces données qu'on a obtenues, séparer dans deux groupes. On va retirer deux groupes pour un algorithme d'apprentissage supervisé. Donc, il y a une partie pour l'entraînement, une autre partie pour la prédiction. Ces données, on va faire un post-traitement et on va faire la validation avec d'autres données, qui seront les données 2021 et aussi des données d'une vérité externe. Dans notre cas, qu'est-ce que cette vérité externe? On a utilisé le site Wallet Explorer, qui fait quoi en fait? En plus de créer, de générer ces agrégats avec l'heuristique 1, ils vont en fait, chercher dans le net en fait, des adresses qui ont été diffusées par des entreprises, par certains acteurs en fait, et donc du coup ils vont pouvoir lier un nom physique à un cluster quelconque. Voilà. Bon, notre travail en fait, on va proposer en fait, de contribution dans ces trois étapes-là. Donc c'est les données pour l'apprentissage et les prédictions, le post-traitement et pour la validation. Voilà, donc pour les données d'études, en fait, on va se concentrer en fait, dans les transactions à deux sorties uniquement. Et pourquoi ça? Parce que comme on dit que normalement pour envoyer l'échange à nous-mêmes, en fait, le nombre de transactions à deux sorties qui vont avoir une adresse de paiement et une adresse d'échange, elle est vraiment très importante. Dans ces cas, donc je vous présente les trois cas qu'on peut trouver avec deux adresses en fait. Le premier cas qui est en blanc, on va voir donc la transaction, c'est la même. Donc chaque ligne, chaque exemple va correspondre à une sortie de la transaction. Donc on va avoir deux lignes, mais c'est deux exemples par transaction. Les deux premières en fait, avec l'heuristique 1, on voit que les clusters d'entrée et les clusters de sortie sont les mêmes. Donc bien sûr, on va labelliser comme une adresse d'échange. Dans le deuxième cas, on va voir que dans l'une des sorties appartient au même cluster d'entrée, donc on va labelliser une avec une adresse d'échange et l'autre pas comme adresse d'échange. Et pour le troisième cas, aucune des sorties a été reconnue comme adresse d'échange. Donc, parce qu'aucun des clusters de sortie est le même que le cluster d'entrée. Qu'est-ce qu'on conclut de ça en fait? On va tirer de ça que probablement, dans le premier cas, les deux sorties ont été bien reconnues comme une adresse d'échange. Donc on fait quoi? Pour nous, c'est bien reconnu, on va jeter ça, on ne va pas considérer plus de données là. Pour le deuxième cas, où on a 0 et 1, donc on va avoir qu'une adresse d'échange, on va considérer que cette sortie était bien reconnue. L'autre, probablement oui, on n'est pas sûr, mais en fait, on va essayer d'éviter de trouver des mots, on va dire le faux positif, c'est-à-dire de reconnaître comme adresse d'échange une adresse qui ne l'est pas. Et je vous explique tout à l'heure pourquoi. Et dans le dernier cas où on a 0,0, on aura probablement une adresse d'échange qui n'a pas été reconnue. Donc, on va séparer ça dans les données 1,1 qu'on va jeter, les données 0,1 qu'on va utiliser pour l'apprentissage, et les données 0,0 qu'on va utiliser pour la prédiction. C'est-à-dire, on va séparer toutes ces données en trois groupes différents, et on va l'utiliser comme ça. Bon, là, on a quelques features. Bon, ce n'est pas la partie la plus importante. On va avoir énormément de types de features. Mais on va passer... Surtout, donc, le modèle qu'on a utilisé, c'était une nappe de décision. Donc, on va faire une classification sur ça. Et on va essayer donc, de prédire la sortie d'échange. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Si on a prédit, en fait, pour les données qu'on a utilisées pour les prédictions, on est sûr que les clusters d'entrée et de sortie sont différents. Donc, si jamais on a prédit qu'il s'agit d'une sortie d'échange, on va faire quoi? On conclut qu'on peut fusionner ces deux clusters qui ont été générés avant. Voilà.
Et bien sûr, donc, avec l'arbre de décision, on peut avoir aussi accès aux probas, en fait, qu'ils soient ou pas appartenant à une classe. Bon, pour avoir une idée des agrégats, donc, de toutes nos données, en appliquant l'heuristique 1 sur les données 2017, en fait, nos données d'études, on va avoir certains agrégats, chacun possédant un nombre quelconque d'adresses. Donc, si jamais, ce sont ces agrégats qu'on va utiliser au moment de fusion. La vérité de terrain qui est utilisée normalement dans l'état de l'art, en fait, c'est l'application de l'heuristique 1 aussi parfois dans un temps a posteriori. Donc là, on a fait quoi? On a simplement appliqué l'heuristique 1 sur les données 2021. Mais, comme j'avais dit avant, donc grâce à la vérité externe, on peut savoir par contre, par hasard, si quelques de ces clusters en rouge appartiennent à un même acteur. Si jamais, par exemple, dans Wallet Explorer, on retrouve le même nom dans deux clusters différents. Donc, ce qu'on a proposé aussi, maintenant là, c'est quoi? C'est de fusionner en fait tous les clusters qui appartiennent à un même acteur. Et donc, du coup, on va voir une deuxième vérité de terrain qui va englober tous les clusters d'un même acteur. Et pour la fusion, on va avoir trois types de fusion. Le type 1 de fusion, c'est quoi? On va agréger, en fait, on va fusionner deux clusters de 2017, en fait, qui en réalité appartiennent à un même cluster qui s'est retrouvé en 2021 avec le H1 aussi. Donc c'est une fusion souhaitable et qui serait bien reconnue normalement par la vérité de terrain traditionnel. Le deuxième type de fusion, en fait, c'est quoi? Donc c'est une fusion entre deux clusters qui appartiennent à deux clusters différents de 2021, mais qui appartiennent aussi à deux acteurs différents. Et donc ça, c'est une fusion non souhaitable et qui serait bien reconnue comme une mauvaise fusion par la vérité de terrain traditionnelle. Et finalement, on va voir le troisième type, qu'il s'agit de la fusion des deux clusters, de deux agrégats différents, par contre, qui appartiennent à un même acteur dans la vérité de terrain fusionné. Mais si on prend en compte la vérité de terrain traditionnelle, en fait, elle serait mal reconnue comme une mauvaise fusion. Parce qu'en fait, il s'agit d'une bonne fusion parce qu'elle appartient toujours à un même acteur. Bon, donc en pensant à ça, on va avoir trois méthodes, en fait, on va avoir trois idées pour décider quelle fusion on ferait ou pas. Donc la première, c'est simplement, on va faire varier le seuil, en fait, des probas pour voir si on prend ou pas telle fusion en compte. Le deuxième, en fait, c'est quoi? C'est qu'on va imposer une seule sortie d'échange par transaction. Donc, on va regarder les deux. S'il y a une des deux qui a une proba supérieure à l'autre, on va rejeter l'inférieure. Si elles ont la même proba, on va rejeter les deux. Et un troisième, c'est on va compter le nombre de fois que chaque fusion a été prédite et on va rejeter toutes les fusions qui ont été prédites qu'une seule fois. Et pourquoi en fait on veut éviter des mauvaises fusions en fait? Parce qu'une seule fusion, une seule mauvaise fusion peut avoir des résultats catastrophiques en fait. Si on fusionne deux clusters de deux acteurs différents, on peut avoir vraiment des résultats indésirables qui on voit vraiment très fréquents dans l'état de l'art en fait. Bon, pour les scores qu'on a trouvés, dans le sort d'homogénétique, donc là on calcule les scores. Bon, on a pris en compte, on a toujours calculé dans nos scores. On a comparé nos valeurs avec l'heuristique 1, parce que normalement, c'est celle qu'on va avoir pour les scores les plus intéressants, en fait. Et donc, du coup, on voit, dans ce cas, on utilise la vérité de terrain traditionnelle, c'est-à-dire justement l'application de H1 sur les données a posteriori. Et on voit que, bon, la valeur à battre, dans ce cas, pas à battre, mais au moins à faire pareil, c'est l'heuristique 1 qui a une valeur de 1. Avec la méthode 2, on attend cette valeur, mais avec la méthode 3, on voit qu'on a une valeur inférieure. Par contre, si on calcule les scores avec la vérité de terrain fusionnée, c'est-à-dire où on a fusionné les clusters d'un même acteur, on voit que la méthode 3, même avec un seuil inférieur que la méthode 2, on arrive bien à trouver le bon merge. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que
Dans ces cas, il avait quelques merges de type 3. Ça veut dire, je reprends là, de ce type-là, qui étaient des merges, des clusters appartenant au même acteur, mais qui seraient mal reconnus comme une mauvaise merge par la vérité transactionnelle. Donc là, on voit vraiment l'intérêt d'utilisation de merger ces clusters d'un même acteur. Dans ces cas, on va passer au score uniquement en comparant avec cette vérité de terrain. On voit que non seulement homogeneity, mais le score de completeness, on fait aussi mieux que le heuristique 1. Donc ça veut dire qu'on a un 0,66 contre 62. Et pareil pour le V-score, donc toujours la méthode 3 a une performance meilleure que le heuristique 1. Et voilà. Et donc du coup, en concluant, donc je pense qu'on a pu proposer une méthode avec des idées sur 3 étapes différentes de l'ensemble de la méthode. On a pu éviter des mauvaises fusions, non, qui, comme on a dit, qui peuvent avoir des résultats, enfin, des conséquences catastrophiques. Et on a pu aussi identifier des bonnes fusions qui étaient identifiées comme des mauvaises fusions avant. Et ça veut dire quoi? Et en fait, ça veut dire qu'avec cette méthode, on a trouvé en 2017 des informations qui n'étaient même pas trouvables avec les méthodes précédentes en 2021. Donc on a pu anticiper de quelques temps, en fait, dans le temps, des informations qui n'étaient pas trouvables avant. Et bon, merci à tous de m'avoir écouté. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, je ne suis pas sûr d'avoir tout compris. Ce que je vois, c'est que quand tu fais ta méthode que tu appelles M3, ouais, tu fais attention enfin, tu nous as dit que s'il y avait des erreurs avant, ça pouvait poser des problèmes. Enfin, ça se propageait très vite, c'est ça? Si tu faisais des regroupements, bon, bref, il y avait des soucis. On parle de la méthode 3 on parle de ça ou de ça? Je suis perdu là. Mais alors, je vais revenir à ma question. Donc, ma question, c'est en fait, est-ce que là, au tout départ, tu utilises l'heuristique H1? Ouais, c'est ça. Qui est celle de l'état de l'art. Ouais. Et du coup, est-ce que si aussi dans cette méthode-là, il y a des erreurs, est-ce que ça pose souci? Et du coup, moi, la question que je me demande, c'est est-ce que vous ne pourriez pas aussi vous intéresser à des méthodes qui puissent être robustes à des erreurs? Je ne sais pas ce que ça voudrait dire. Ok, d'accord. Alors, normalement, cette heuristique 1, en fait, cette heuristique 1, bon, avant, elle était vraie, en fait, 100% vraie. À un moment donné, certaines natures des transactions Bitcoin ont changé, en fait, et maintenant, aujourd'hui, il est possible de 2 acteurs différents participer comme entrée d'une même transaction, mais ce n'est pas si évident de le faire, ça vous donne trop de travail, c'est beaucoup plus facile d'avoir un seul acteur dans une entrée, et en fait, normalement, si on essaye de cacher quelque chose, il est beaucoup plus facile de cacher à qui appartient certaines adresses en passant par d'autres choses, par exemple, qu'on appelle des mixeurs, qui sont des adresses qui récupèrent des paiements de tout le monde et après partagent au même émetteur, en fait. Donc, du coup, c'est vraiment un travail qui, normalement, n'est pas... Ça ne faut pas le coup, en fait. Il y a même des papiers qui ont été faits en disant que même jusqu'à aujourd'hui, cette heuristique, elle est fiable parce que, normalement, on ne s'en sert pas trop. Il y a très peu de cas qui ne seraient pas vraiment vrais pour l'heuristique, en fait. Donc, c'est pour ça que c'est l'heuristique la plus acceptée aujourd'hui. C'est pour ça qu'on en a pris. Voilà. Merci pour votre présentation. Du coup, pour la fusion présentée, la 3e fusion, ouais, alors je me demande, puisque c'est un clustering, ouais, alors pour un acteur, vous avez des clusters, pourquoi ne pas fusionner les clusters, enfin ceux qui ont une distance intra-cluster assez petite et plus ou moins décomposer ou bien éloigner les clusters qui sont à part. Parce que j'imagine, en faisant le clustering, il y a quand même une notion de distance qui est
Non, en fait, non, on n'a pas. On a simplement des sets d'adresses, en fait. Donc, on ne va pas vraiment avoir cette distance, en fait, à l'intérieur. Ça marche. Merci. Attends. Alors, mercredi, il suffisait de dire que Nizar Messaï avait une question pour qu'il puisse la poser, mais maintenant, je ne sais pas. Nizar, tu ne veux pas l'écrire? Je peux pas agir sur son micro. Ou bien ouvre ton micro, essaye. Oui. Bonjour. Ouais, on t'entend. Ah, parfait. Bonjour. Merci Béatrice, merci pour la présentation. Ma question n'est pas sur la méthode d'apprentissage elle-même, c'est sur son application. Je sais que l'une des problématiques récentes des blockchains, c'est préserver la privacy des acteurs qui opèrent sur ça. Si votre méthode est si performante pour démasquer tout le monde, est-ce qu'il y a du coup moyen de préserver cette privacy au-delà de ça? Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, d'abord, notre méthode, elle ne visait pas tout de suite en fait, de trouver le vrai nom en fait, de propriétaire de chaque adresse. Donc, on va essayer de créer des agrégats d'adresses. On va simplement chercher des agrégats qui appartiennent à un même acteur. Et ça, normalement, on a besoin de ça pour énormément de types d'études. Voilà. Je pense que dans certains cas, on vise vraiment la désanonymisation. Pour certains cas, par exemple, un cas qu'on est en train de voir aussi maintenant, c'est pour le paiement, la destination et les sources des paiements de ransomware. Donc ransomware, c'est les gens c'est le virus qui va encrypter les dossiers dans un ordinateur. Normalement, on va demander un paiement en fait. Et donc du coup, donc, dans certains cas, on va vraiment viser, comme on dit, la désanonymisation. Dans notre étude, personnellement, on ne sait pas vraiment le but de trouver l'identité des gens. Donc qu'est-ce qu'on va faire après avec ça en fait? Je ne sais pas si j'ai répondu. Très bien, merci beaucoup. Donc on va avoir notre dernier exposé sur le parcours éducatif optimal d'un patient par Xavier Goblet. Bonjour, donc j'ai la lourde tâche de conclure cette semaine intense. Bon, je vous propose un atterrissage, j'espère en douceur. Bon, c'est une présentation courte, donc ça devrait aller. Donc là, je vais vous présenter une partie des travaux de R&D qu'on effectue chez Geolis Solutions. Le contexte général de ce travail, c'est l'éducation thérapeutique du patient. Alors, selon l'OMS, c'est un suivi régulier sur du long terme qui vise à aider les patients à acquérir ou maintenir des compétences pour gérer au mieux leur vie avec une maladie chronique. Et c'est aussi une ETP, c'est un contrat entre différents acteurs, un hôpital, un organisme de santé, des patients et des praticiens, des médecins, des infirmières, des psychologues, des coachs sportifs si on s'intéresse à l'activité physique adaptée. Alors, depuis de nombreuses années, il y a des freins. On constate des freins autour de l'éducation thérapeutique du patient. Des freins économiques, on est dans le domaine de la santé, la disponibilité des acteurs, des freins écologiques, on veut limiter les déplacements physiques. On a de plus en plus d'informations en accès libre sur Internet, et ces informations ne sont pas toujours valides d'un point de vue médical. Et puis, c'est difficile de maintenir la motivation du patient sur du long terme. Puis là, il y a des freins nouveaux, comme des crises sanitaires.
Et donc, ces différents freins nécessitent de digitaliser l'éducation thérapeutique d'un patient pour aller vers ce qu'on appelle le ETP. L'objectif de l'article, c'est de personnaliser de façon optimale le parcours de chaque patient, parce que le patient, il est unique, et c'est un moyen efficace de maintenir sa motivation. Donc, en fonction des ressources disponibles, ça va être des quiz, des QCM, des défis ou des mini-jeux, et des contraintes de ces ressources, en fonction des retours précédents sur les activités qu'il a pu faire avant. Et l'article donc porte sur une étude comparative de différentes stratégies dans un cadre d'apprentissage par renforcement. Alors, les constats, c'est que, par exemple, lors des confinements, en termes de continuité ETP, les professionnels nous signalent, commencent à décrire que ça s'est fait par échange téléphonique ou via des pages web, ce n'est pas très efficace et ça a entraîné une perte de chance dans le suivi des patients. Il y a peu de travaux scientifiques autour des ETP. On peut citer KidBreath, qui est une ETP à destination d'enfants asthmatiques. On peut constater une similitude fonctionnelle avec les tuteurs intelligents ou les environnements interactifs d'apprentissage humain qui ont beaucoup étudié l'adaptation du parcours d'apprentissage. Et là, il y a des approches très récentes qui vont utiliser des algorithmes de Bandy. Et il y a aussi une similitude avec, disons, les tuteurs intelligents ont beaucoup étudié les méthodes pédagogiques, proposer des modèles pédagogiques, entre autres frontal, behaviorisme ou constructiviste. Nous, on s'est intéressé au behaviorisme. Les aspects d'engagement, de motivation, d'adaptation sont aussi beaucoup étudiés en psychologie. On peut citer les défis appropriés, la zone proximale de développement. Et nous, on s'est particulièrement intéressé à la théorie du flow, aussi appelée expérience optimale. Donc le flow, c'est quoi? C'est un état dans lequel un individu est tellement impliqué que plus rien d'autre n'a d'importance pour lui. C'est un état très intéressant. Par contre, il y a deux autres zones. Une zone au-dessus qui est une zone d'anxiété. Si on lui propose des activités trop difficiles par rapport à ses compétences, ça va générer un stress. Alors qu'inversement, si on lui propose des activités trop faciles par rapport à ses compétences, ça va générer de l'ennui. Et ce qui va, dans les deux cas, ça va le démotiver et ça peut conduire à ce qu'il abandonne son suivi. Donc la zone de flow, c'est un juste équilibre entre le niveau de difficulté et les compétences de l'individu. Bon, il y a peu de travaux informatiques sur la définition d'une trajectoire optimale dans cet espace. Alors nous, on a proposé une brique d'IA symbolique de recommandation d'activité. C'est la brique grise en bas, qui est en interaction avec une application de suivi de patients à distance. Donc on a modélisé la notion de défi. Alors là, j'ai gardé les propriétés essentielles pour la présentation. Donc un défi, ça appartient à un domaine. Par exemple, la nutrition. On va demander à un enfant comme défi de ne pas manger de Nutella pendant tout le week-end.
Ou alors, si on est dans l'activité physique adaptée, on va demander à une personne, à un adulte, de marcher 4 fois 10 minutes dans une journée. Un défi, c'est donc aussi un niveau de difficulté, un nombre de compétences manipulées par le défi et potentiellement des conditions d'activation. On a aussi la notion de feedback d'un patient sur la réalisation d'un défi. Donc, il va nous dire s'il a réussi ou échoué à son défi, ou alors s'il a eu des difficultés. On a aussi modélisé des règles behavioristes. Alors, ici, c'est la vision simplifiée. En cas de succès au défi précédent, on va lui proposer un nouveau défi de difficulté légèrement supérieure. Et inversement, s'il a échoué, on lui propose de diminuer la difficulté. On constate qu'une application stricte va conduire le patient hors flow, dans les zones d'ennui ou d'anxiété, et surtout que ces règles ne tiennent pas compte de l'historique du patient. Donc, on a cherché à d'autres approches adaptatives et on s'est intéressé à l'apprentissage par renforcement, qui est du machine learning. Donc, on a un agent qui va apprendre une stratégie pour proposer la meilleure activité. Donc, dans un environnement qui va être ici le patient, cet environnement va permettre d'observer une récompense binaire, dite de Bernoulli, succès ou échec. Les actions de l'agent, ça va être de jouer sur le niveau de difficulté du prochain défi. Donc, ça va être d'augmenter, de diminuer ou de conserver le même niveau. Et enfin, l'objectif de l'agent, c'est de maximiser le nombre de succès du patient. Donc, on a comparé deux stratégies, une adaptation des règles précédentes avec l'introduction de l'action conservée et un algorithme de bandit probabiliste qui s'appelle Thompson Sampling, qui est plutôt simple, entre guillemets, dans un contexte de Bernoulli, qui nécessite peu d'informations, mais qui reste efficace. Et les bras du bandit, ça va être les 3 actions auxquelles on associe une loi de probabilité bêta pour chacune. Alors, une loi de bêta, c'est 2 paramètres, alpha et bêta, et qui est l'a priori. Et par inférence bayésienne, on obtient toujours un bêta en a posteriori. Donc, alpha, c'est comme un compteur de succès, et bêta, c'est comme un compteur d'échecs. Et en l'absence d'observation au démarrage, on peut utiliser la loi bêta uniforme et continue, qui est bêta 1,1. Donc là, on a un schéma de nos 2 stratégies. Donc la stratégie cognitive, qui se base sur le principe behavioriste, plus l'aléatoire. Donc en cas de succès, c'est vers la petite coupe, là en haut. On va faire un tirage entre l'action d'augmenter ou de conserver le niveau de difficulté. Et ça donnera le type de la prochaine action. En cas d'échec, on tire entre l'action diminuer et conserver. À droite, on a la stratégie de décision, l'algorithme de Thompson Sampling, où en entrée, donc, on a une loi bêta 1,1 pour les 3 bras. Et l'algorithme, c'est on échantillonne chaque loi bêta, on prend le bras qui a le maximum, on observe la récompense, et ensuite on met à jour la loi bêta du bras qui a été tiré.
Donc on a utilisé un environnement de simulation qui est un code open source tiré d'un article sur Thomson Sampling. Donc ce cadre logiciel propose différents bandits, différentes métriques. Il est facilement adaptable. Donc ici, on ne connaissait pas forcément les performances de notre algorithme là, RB, la Random Behavior. Donc on a comparé les trois. Oui, parce qu'on a aussi comparé avec un algorithme glouton, il lui a dit, avec un paramétrage du patient similaire pour les trois algos. Donc ce qu'on constate, c'est que notre algorithme RB a un comportement moins performant que l'approche glouton, avec un profil similaire. Et ce qui est conforme à la littérature, le Thomson Sampling, les performances sont supérieures à l'approche glouton. Après, on a fait d'autres expériences rapidement pour étudier le comportement de Thomson Sampling en faisant varier les probabilités du patient simulé, ou alors en jouant sur l'a priori, disons l'initialisation de la loi bêta. En conclusion, donc, quels que soient les paramètres, le bandit IETS reste le plus performant dans un contexte spécifique de Bernoulli et de loi bêta. Prochainement, on va renforcer les expérimentations. Du fait du faible coût opérationnel du bandit Thomson Sampling, on envisage de l'utiliser en conditions réelles dans un ETP pour la prévention de l'obésité infantile. Et en perspective plus long terme, on veut aussi faire de l'analyse émotionnelle pour, par exemple, au lieu d'avoir uniquement oui ou non, j'ai réussi mon défi, on veut analyser textuellement, par exemple, ici, le compte-rendu de l'activité fait par le patient lui-même. Et après, essayer d'aller vers l'aspect émotionnel. Merci. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions ? Je me demandais s'il y avait des problèmes similaires dans le jeu vidéo ou dans des choses comme ça, où il y a des questions d'essayer de faire en sorte que l'utilisateur joue longtemps sur les jeux de smartphone. Enfin, je sais pas. Et dans ce cas-là, est-ce que vous avez regardé de ce côté-là, savoir quelles étaient les méthodes qu'ils utilisaient, et est-ce que vous ne pourriez pas les appliquer ? Il y a quelques travaux qui relèvent du tutoring intelligent, justement, et qui s'appuient pour apprendre à des apprenants la programmation. Ils vont leur faire programmer des petits jeux avec des difficultés croissantes. Donc c'est toujours dans le domaine des tuteurs intelligents. Et ils ont aussi des approches où ils vont combiner un peu la zone proximale de développement avec un peu le flow, là. Et ils ont aussi tendance à utiliser des algorithmes type bandit. Donc c'est une source d'inspiration certaine. Ah ben le casino, toujours. D'autres questions ? Moi, j'avais peut-être une question au niveau de votre protocole d'évaluation. En fait, je ne suis pas sûre d'avoir bien compris comment vous avez fait pour évaluer votre... Oui, je suis passé un peu vite parce que j'avais pris un peu de temps. Oui, non, mais voilà, c'est l'occasion de revenir.
Dans l'apprentissage par renforcement et les algorithmes de Bandy, une des métriques souvent utilisées pour comparer les performances entre algorithmes, c'est la métrique du regret cumulé. Puisque un Bandy, en gros, on cherche la meilleure politique qui va potentiellement toujours exploiter le bras qui donne le meilleur résultat. Et de temps en temps, on veut casser on veut explorer. Et donc le regret, on veut le minimiser. Donc c'est une des métriques que nous avons utilisées. Il y en a d'autres, hein, pour pouvoir comparer les différents algorithmes. Merci Xavier pour ta présentation. Moi, j'aimerais savoir comment est-ce que tu récompenses ton algorithme à toi, vu que pour l'algorithme du Bandy, on a le regret cumulé qui permet de le guider dans son apprentissage. On a simulé une sorte de regret pour aussi l'algorithme ad hoc, là, justement en disant en utilisant aussi un compteur de succès et d'échecs associé à chaque patient, quoi. Et c'est grâce à ces deux compteurs qui sont similaires au fameux compteur du bêta, de la loi bêta, qu'on peut se ramener dans la même métrique, quoi, si tu veux. Merci. D'autres questions? Eh bien, merci beaucoup. Je crois qu'on va pouvoir clore cette session. Merci à tous. Tu veux ajouter un mot Voilà. Pardon. Merci. Un dernier petit mot. Déjà, avant de partir, pensez bien à reprendre votre poster. Ils sont juste là, on les a décrochés. Donc, n'hésitez pas à repartir avec. Merci encore d'être venus. J'espère que notre accueil vous aura plu, que la conférence aussi. On se retrouve l'année prochaine à Lyon, c'est ça? Donc, à l'année prochaine à Lyon. Merci.